Le Burkina Faso est confronté depuis quelques années à la montée de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Si la situation trouve sa source dans plusieurs facteurs à la fois endogènes et exogènes, force est de reconnaître que le phénomène s'amplifie et ce, malgré les efforts fournis par les autorités burkinabais. Le sous-développement, la dégradation de l'environnement politique et social, les crimes organisés ainsi que la mauvaise gouvernance et l'impunité ont eu le temps de porter leurs mauvais fruits. Les groupes armés terroristes, GAT comme on les appelle, enrôlent sur place et en nombre. Comment cela est-il devenu possible? Par quel schéma la radicalisation et l'extrémisme violent s'ancrent-ils? Comment en sortir? Bonsoir mesdames et messieurs, la thématique est donc ainsi posée avec le Club de la presse et ses presses partenaires, ainsi que le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève pour ce sujet-là. Et j'ai sur ce plateau avec moi des personnes ressources pour l'aborder. Je m'en vais vous les présenter. D'abord, Fatimata Myriam Vicens. Elle est experte en études stratégiques et sécurité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Saïdou Kaboré. Il est administrateur civil, juriste de formation. Il est expert en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Moussa Savadogo, consultant en communication, enseignant en sciences et techniques de l'information et de la communication, expert en médias et paix. Bonsoir. Bonsoir. La thématique, elle a été posée et la question, elle aussi, évidemment, est posée à nos Burkinabés, aux populations qui ont leurs sentiments là-dessus. Ils lisent aussi comment cette radicalisation de certains Burkinabés se fait, qu'est-ce qui peut l'expliquer et comment est-ce qu'on peut en sortir. La réponse dans ce micro-trottoir. Les jeunes n'ont pas du travail, ça il faut le reconnaître. Aujourd'hui, quand on propose à un jeune burkinabé 500 000, il trouve que c'est l'argent peut-être qui ne va pas finir. Voilà, parce qu'il voit que c'est une somme vraiment grande. Parce qu'il n'avait jamais vu ça. C'est la pauvreté là seulement qui amène tout ça. Il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de jeunes même qui ne travaillent pas. Alors c'est là seulement, donc on prie Dieu seulement qu'à la gare Burkina Faso là seulement. Ils leur font des offres qu'ils pensent que c'est très intéressant, peut-être des fortes sommes d'argent surtout, parce qu'ils se disent que depuis que peut-être que je suis née, je n'ai jamais eu cette somme-là. Et ils me proposent peut-être une somme qui est très élevée, et ils se disent que cette somme-là c'est vraiment très intéressante. Donc si je rentre dedans, j'aurai beaucoup d'argent pour subvenir à mes besoins, pour aider mes frères et sœurs. Ils ont essayé en tout cas de mettre dans la tête de certains jeunes que s'enrôler en tant que terroriste lui favorisera, voilà, lui donnera certains pouvoirs, lui donnera de l'argent. La majorité des frères, surtout non instruits, ont été enrôlés dans ce sens. Et pour amener ces personnes... il y a le dialogue qui est là, et il y a aussi le développement local, voilà, qu'il faut mettre, voilà, en valeur pour éviter de pareilles situations. Il faut en tout cas que d'abord au côté religion, que chaque religion fasse mieux pour en tout cas interpeller ses croyants à revenir sur le droit chemin. Il faut également lutter contre le chômage parce que nous avons constaté qu'au Burkina Faso, la majorité des jeunes n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien à faire et voilà, et la majorité même se pointe dans le domaine de la politique pour s'enrichir facilement. Je pense qu'il est préférable que le gouvernement mette en place des formations de différents types pour permettre à la jeunesse, parce que si ils n'ont pas d'activité rémunératrice, ça va les pousser peut-être à faire des actes qui ne sont pas du tout catholiques. Donc moi je pense qu'il est préférable de mettre des formations qui vont surtout être importantes pour eux. Pour moi, c'est de revoir avec les leaders religieux. Pour moi, le problème fondamental se trouve à ce niveau. Bien vrai qu'il y a l'aspect économique, mais je pense que s'il faut prendre l'argent pour mourir, les jeunes n'iront pas. Mais le fait de faire croire aux jeunes qu'à partir du terrorisme, on peut accéder au paradis, c'est quelque chose que l'État devrait travailler avec les leaders religieux pour réenseigner la religion. Des avis recueillis sur la problématique de l'enrôlement des civils dans les groupes armés terroristes. On a tous suivi les quelques réactions. Ce qui ressort en gros, c'est bien la pauvreté, le manque d'emploi. Et quand on voit les esquisses de solutions, la question du développement local qui est ressortie. Et puis, il y en a aussi qui posent le problème de la religion qu'il faut aborder de façon assez courageuse. Je me permets un premier tour de table pour avoir les avis déjà.
avec ceux qui sont partagés par la population. Et eux, ils sont au contact des choses, ils le regardent, donc ils ont un avis tout fait de la situation et c'est comme ça qu'ils le partagent. On va commencer par vous, M. Saïdou Kaboré. Quelle réaction quand vous écoutez cela? La réaction est que quand on écoute les populations sur la question, ils essaient de mettre la main sur les causes qui sont principalement de deux ordres. Il y a des causes qui sont liées à l'économie, à la société en général. Il y a des causes, j'ai envie de dire, psychologiques qui sont souvent liées à la religion. En quelque sorte, tout ce qu'on peut mettre ensemble comme les facteurs psychologiques. D'accord. Qui, dans tout cela, on peut mettre, comment on appelle, genre la garantie d'un soutien d'une communauté, la protection de la religion et autres. Voilà. D'accord. À vous aussi, Moussa Savadogo, ça vous parle, les avis que vous avez eus tout à l'heure sur la question? Oui, ça me parle parce que en les écoutant, je vois bien qu'ils arrivent à mettre le doigt sur certaines causes, même si c'est pas tout, hein, il y a d'autres choses. Et c'est vrai que la question économique a été beaucoup avancée, le sous-développement, etc., qui pourrait effectivement expliquer la chose. Il y a aussi l'appartenance à une certaine communauté, donc le fait de s'identifier comme membre d'une certaine communauté qui veut que on se batte pour pouvoir imposer cette communauté-là. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Maintenant, il faut voir dans quelle est la pondération de chaque élément. Mais ce n'est pas que ça. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Et on aura l'occasion de évidemment, c'est pour ça qu'on vous a sur ce plateau d'ailleurs. Et donc, je termine le tour de table avec Mme Fatimata Vicens. Oui. Vous l'avez suivi aussi, hein, ces réactions-là. Et comment vous les interprétez? Oui, quand on écoute ce micro-trottoir, c'est ce qui ressort de la littérature empirique. Hein, quand on interroge les jeunes, c'est ce qui ressort. On n'a pas d'emploi, on ne fait rien, le gouvernement ne fait rien pour nous. C'est ce qui sort généralement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'analyse scientifique pointue, mais il y a des prémices qui permettront d'aller de l'avant tout à l'heure. D'accord, évidemment. Et moi, je voulais qu'on aille, on va dire step by step. On va faire un genre de process. Comme on parle d'enrôlement civil par les GAT, je préfère qu'on commence par identifier ces GAT-là au Burkina. Peut-être que ça nous permettra aussi de mieux comprendre, de par leur typologie, leur fonctionnement, comment aussi ils arrivent à appâter certains. Je vais me tourner vers vous, Saïdou Kaboré. Okay. Quand on parle justement de ces GAT-là, quelle appréhension peut en faire, en avoir? Bon, une appréhension, au Burkina Faso, on va dire qu'on identifie principalement 3 groupes. Et ces 3 groupes, c'est d'abord le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. Il y a l'État islamique au Grand Sahara et GS qui est affilié à l'État islamique. Et il y a Ansarul Islam de Malam Dicko. Voilà. Mais de façon générale, on va dire que si au départ, ces groupes étaient installés hors de nos frontières, ils ont réussi à s'installer à l'intérieur du pays. Ils ont essayé quand même d'avoir un certain nombre de sympathisants qui leur permettent de, j'ai envie de dire, de perpétuer vraiment leur, comment on appelle, leur volonté funeste, si on peut le dire ainsi. D'accord. Voilà. Donc, vous citez le IGS, vous citez le GSIM, vous parlez d'Ansarul Islam avec Mme Dicko. Je vais venir vers vous, Mme Vicens. Quand on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie dans leur fonctionnement? On a vu l'échange entre le gouvernement et beaucoup de composantes de la société burkinabé. Il y avait le gouvernement qui avait envie de communiquer. Ils ont dit il y a des groupes qui sont plus violents que d'autres. Il y en a qui se sont rendus, en tout cas, on va dire comme ça, beaucoup plus
plus connus par la violence de leur façon, dans leur façon de fonctionner. Il y en a qui donnent l'impression d'être plus proches des populations. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui. Parce que tout à l'heure, il a cité les 3 groupes-là, mais ils sont nombreux. Hein. Il y a eu une dynamique dans ces groupes-là. Il y a eu des guerres de positionnement. Hein, il y en a qui se sont matchés entre eux. Et puis, petit à petit, on a trouvé ceux qui se sont relevés. Hein, et puis, il y a eu des signes avant-coureurs. Hein, par exemple, il a parlé de Madame Ducos. On l'a vu, il s'est plaint à plusieurs reprises. Bon, ensuite, il est parti au Mali. Il est revenu avec beaucoup d'argent et il a fait beaucoup de recrues. Donc, et puis, les groupes continuent à prospérer. Hein. Les groupes continuent à se créer petit à petit parce qu'ils se font des petits. Voilà. Justement, peut-être il y a un moment donné, tout à l'heure, quand on écoutait M. Kaboré, il dit, bon, ils viennent d'abord d'ailleurs, mais après, ils arrivent à avoir des relais, ils arrivent à recruter sur place, donc ils arrivent à avoir une offre domestique et une organisation domestique. Comment se fait ce petit pas-là, ce passage? Parce que depuis, au départ, on disait, bon, ils viennent du Mali, c'est des étrangers. On avait même un portrait robot dans la tête, là, qu'on se faisait du terroriste. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu différent. Le cas de Rayongo, à Ouagadougou, on a vu des noms botaniques qu'on connaît bien, qui sont ceux de nos voisins, qui sont ceux qui vivent avec nous. Le faciès, qui peut même être celui de votre petit frère. Comment on arrive à faire comment on a fait ce pas-là? Je reste avec vous, Madame Vicens. Il faut dire que ces groupes-là, ils sont de grands manipulateurs. Okay. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens. Dans le micro-trottoir, il est ressorti des gens qui disent que depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais eu une somme d'argent. On vient de leur proposer une certaine somme d'argent. Mais si vous ne savez pas où aller, mais vous allez vers le diable pour avoir ce que vous voulez. Parce que dans ce monde-là, il faut bien manger, se vêtir, se soigner, etc. et protéger sa communauté. Je crois que c'est la base qui a fait qu'il y a des gens qui se sont enrôlés. Mais il faut dire aussi qu'il y a des gens qu'on a enrôlés de force. Ils n'avaient pas le choix. On leur dit c'est à prendre ou à laisser. De toute façon, on vous connaît. Si vous ne venez pas avec nous, de toute façon, il y a un proverbe en Doula qui dit vous êtes devenu une galette. Vous quittez là, vous êtes cuit. Le gouvernement aussi vous attend, vous êtes cuit. Voilà. Donc, quelquefois, il y en a qui n'ont pas le choix. Et j'ai vu des jeunes, même, j'ai discuté avec certains jeunes qui sont prêts au suicide parce qu'il n'y a pas d'issue pour eux. Voilà. D'accord. Je vais revenir vers vous. Vous êtes spécialiste en matière de communication et paix. On se pose la question, bon, ok, quand vous regardez, ce qu'il n'apporte, ce n'est rien d'autre que pour nous, c'est le malheur. Mais comment quelqu'un qui n'apporte que le malheur peut avoir l'argumentaire pour appâter, à tel point que celui qui vient, ce qu'il met, je vais dire sur la balance, c'est même sa vie. Ça, quelquefois, on se dit, mais c'est quand même ligne rouge. Mais cela s'explique. Je pense que il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord cette pauvreté-là qui fait qu'effectivement, malheureusement, quand on regarde notre pays, là où le terrorisme est rentré, c'est-à-dire cette zone frontalière-là, la zone des 3 frontières, c'est quand même des zones où la plupart de la population vit dans l'extrême pauvreté. Donc ça, c'est un fait. C'est une zone qui a été plus ou moins abandonnée. Et moi, dans le cadre de mon travail, j'ai pu visiter des zones et j'ai pu vous dire qu'aujourd'hui encore, on a des villages où les gens se promènent en cache-sexe. Au Burkina Faso, aujourd'hui, nous avons découvert des choses. J'ai l'impression que c'était dans un pays de safari, peut-être en Namibie, comme ça. Mais ça se passe au Burkina Faso ici. Donc, et on a vu qu'au début du recrutement, on a même eu des informations, mais qui restent à confirmer, qu'on proposait jusqu'à 300 000 francs à chaque jeune pour être enrôlé. Bon, prenez la grille salariale du fonctionnaire burkinabé qui touche 300 000 francs.
sans accompagner d'éléments où la prise en charge de la famille, les veuves sont prises en charge, etc. Et le tout moulé dans un discours islamiste qui est totalement faux. Donc, Madame Vincennes a parlé de manipulation. Voilà, on est dans la manipulation. Donc, il y a ça. On va profiter de la précarité des gens pour pouvoir les avoir. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que aussi, il faut reconnaître que notre gouvernement a beaucoup péché. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé avec Madame Dicko, c'est très intéressant. Moi, j'ai essayé de comprendre comment on arrive à convaincre les jeunes à s'enrôler en étudiant les fake news, en étudiant la construction des fake news. C'est-à-dire qu'on va vous amener à croire à quelque chose au point de sacrifier votre vie, parce que la persuasion, elle va se faire à travers un soft power où on va d'abord utiliser vos croyances. Regardez ce que Madame Dicko disait au début, avant qu'il aille au Mali. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait aux gens, pendant ses prêches, est-ce que vous trouvez normal que pendant qu'à Ouagadougou, il y a des hôpitaux de référence et tout, chez nous ici, si ton enfant est malade, la moindre grippe, il va mourir. L'État nous a abandonnés. Qu'avons-nous fait ? Sommes-nous maudits? Non. Pourquoi nous sommes dans cette précarité? Ce n'est ni Dieu qui nous a maudits, mais c'est parce que ceux à qui nous avons fait confiance pour gérer la chose commune nous a abandonnés. Donc, qui est notre ennemi? Nous ne sommes pas maudits, donc nous avons un ennemi. Nous sommes travailleurs. Si nous vivons dans cette situation-là, c'est parce que ceux qui sont censés représenter l'État et nous aider vers le développement font autre chose. Donc notre ennemi, c'est d'abord l'État. Si nous voulons nous en sortir, il faudrait qu'on tape sur l'État d'abord. Et malheureusement, ce discours-là, quand il le tenait, tout le monde le prenait pour un fou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la croyance des gens. Et sur la croyance, on va construire une narration qui va faire qu'à partir de ce moment, les gens sont convaincus, ils sont sûrs qu'il faut qu'ils fassent quelque chose et ils vont y aller, ils vont mourir. Et souvent, la narration de ces jeunes, ils disaient quoi? Quand ils revenaient, les recruteurs disaient aux populations, mais écoutez, être terroriste, c'est la preuve de l'amour. Parce que je sais que je vais mourir. Donc je ne me bats pas pour moi, je me bats pour vous, pour que vous puissiez vivre. Moi, je me sacrifie pour que vous puissiez vivre. Est-ce qu'il y a plus amour que ça? Donc, vous voyez, c'est toute une narration avec des éléments factuels qui peuvent être des sujets à discussion, mais quand on va grossir, on va interpréter et on va amener les gens à dire, mais il faut que je prenne mon destin en main. Je suis prêt à mourir pour ça, parce que de toute façon, je ne suis qu'un mort ambulant. Vous voyez? Et je pense que ce qui a manqué, et c'est pour ça que je dis que notre État a une responsabilité, c'est que ce discours de Mme Dicko, on le savait. La question que je me pose, c'est pourquoi on ne lui a pas opposé un autre discours. Donc, à l'absence d'un discours contradictoire, mais ça finit par s'imposer comme la vérité et les gens s'enrôlent. Le troisième élément, c'est qu'effectivement, on a vu que quand les terroristes arrivent dans un village, ils font des rapts, c'est-à-dire ils prennent des femmes, ils prennent des animaux, aussi ils prennent des enfants qui vont transformer en enfants soldats et souvent même contre la volonté. Donc, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faudra peut-être disséquer pour pouvoir essayer de mieux cerner et peut-être apporter une solution à chaque problème qui est posé. Oui, tout à l'heure, il pose le cas Mme Dicko. C'est un cas très intéressant, parce que depuis le départ, je pense que les alertes ont été données avant même qu'il ne reparte au Mali, qu'ils prennent l'option armée pour ce qui est de son combat, et même au niveau, au niveau de coutumiers qu'il y avait, il avait mal à partir avec eux, et il prétextait la question des castes, qui sont des éléments qu'ils tirent de leur tradition, pour dire attention, même ceux-là ils sont contre vous. Donc même ceux qui pouvaient être un genre de lien pour ce qui est de la société qu'il y avait, il cassait un peu tous ces codes-là. Mais les gens ont vu venir, mais ils n'ont pas forcément réagi. Vous êtes expert en prévention de la radicalisation. Lui dit, il y a l'État quand même qui avait sa part là-dedans. Vous partagez? Bon, il peut apparaître ainsi, mais je vais dire que, en fait, le phénomène a comme surpris nos États. C'est pas qu'ils ne font rien. Ils essaient d'apporter les réponses.
Ce qu'il faut retenir, c'est que ces groupes armés terroristes ont à leur sein des fins psychologues. Okay. On a tout à l'heure parlé de manipulation. Quand vous regardez, quand ils arrivent, ils essaient d'observer vos sociétés, vos communautés. Ils commencent par exemple à s'appuyer sur les divisions présentes dans vos sociétés, dans vos communautés. Ils essaient même d'affaiblir les instances de décision. Vous avez vu par exemple genre les tueries de, comment on appelle là, de maires, de conseillers municipaux, voilà, de conseillers de l'imam et autres. Ils essaient vraiment, j'ai envie de dire, de désaxer la société, la communauté, en essayant vraiment de propager une certaine peur, afin vraiment de désorganiser tout ce qui peut être une réponse. Donc, en fait, tout cela, le temps d'apporter une réponse qu'ils ont déjà essayé d'arriver à un autre niveau, comme on appelle là, de mise en œuvre de leur plan funeste. D'accord. Donc ici, je ne vais pas dire que l'État, comme on appelle, a péché. Ils essaient vraiment de, comme on appelle, d'adapter la réponse. C'est vrai que non, ça semble ne pas être perceptible, mais je crois du comme fait que avec le temps, ça va aller en s'adaptant, en, comme on appelle, à monter en puissance, voilà, comme on peut le dire. Madame Vicente, vous le disiez à un moment donné, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est très vicieux, c'est-à-dire que c'est sur des détails et qu'on arrive à la fin à avoir quelqu'un qui est radicalisé. Mais quand on prend par exemple le cas du Mali, on avait un genre de discours, bon, c'est des gens qui veulent au moins être autonomes sur une partie de leur terre, c'est-à-dire il y avait une revendication d'autonomie sur une portion de terre. Après on dirait que c'est pas forcément ça, c'est un peu du religieux. Après on nous dit non, c'est des affrontements interethniques. Quand on prend le cas du Burkina, bon, on n'a pas eu ces velléités indépendantistes ou quoi, il n'y a pas de revendication d'une portion du Burkina à l'intérieur, mais c'est allé tellement vite qu'on ne comprend rien. Aujourd'hui, quelquefois, vous discutez avec des personnes de l'armée qui vous disent, mais ce qu'on a arrêté, c'est des enfants. Quand on en arrive là, on voit comment c'est subtil. Parlez-nous un peu de l'expérience que vous avez en la matière. Oui, vous savez, à propos de Mme Diko, il y a eu des réponses qui ont été apportées à Madame. Ils ont formé des jeunes, on leur a donné des ordinateurs, et puis ils devaient essayer de contrecarrer les discours de Mme Diko. Okay. Mais c'était là, ces jeunes-là ont pris goût, et il y en a qui sont devenus des activistes. Voilà. Okay. Alors, pour dire que... concernant... Qui a tenté de les contrer avec des jeunes recrutés? C'était qui? Non. Des réponses ont été données. Le gouvernement s'était adapté. On donnait des réponses adaptées. On s'est dit, comme s'il avance un discours sur la religion, on va prendre des gens qui vont lui apporter un discours contraire. S'il apporte un autre discours, etc. Donc, c'est ça qui a fait que petit à petit... après, on s'est trompé de cible. On n'a pas vite pris le taureau par les cornes. Donc, petit à petit, comme je l'ai dit, c'est devenu une boule de neige. Voilà. Et il y a eu des petits groupes qui se sont formés. Et Mme Diko a créé beaucoup d'autres groupes sous Ansardine. Là. Il y a eu beaucoup d'autres groupes aussi qui ont été formés. Alors, quand on parle de l'État, il faut dire aussi qu'il y a un problème de gouvernance. Ça, c'est vraiment, de toute façon, on va aborder les solutions. Il y a un problème de gouvernance. Quand on voit qu'il y a des jeunes qui sont frustrés, quand pour avoir une pièce administrative, vous devez faire des kilomètres pour les obtenir, alors que d'autres, on a mis tout centralisé. C'est une gouvernance centralisée.
Donc les autres régions ont été un peu... la décentralisation n'a pas encore pris le corps, comme on dit. Donc, ce qui fait, je pense que parmi les solutions envisageables, il faudrait rendre chaque région un peu autonome et indépendante. Voilà, on n'a pas besoin pour un concours professionnel de se rendre à Ouagadougou pour aller déposer ses dossiers. Quelquefois, on n'a pas les moyens de le faire. Il y a beaucoup comme ça qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas déposer leurs dossiers, qui sont là à faire la manche pour avoir un 10 000, un 20 000, pour aller déposer un dossier, etc. Voilà. Ou bien quand vous arrivez à la capitale, où vous allez loger. Puisqu'on ne dépose pas un dossier en un seul jour. Il y a beaucoup qui sont venus passer des concours à Ouagadougou, qui ont dormi à la belle étoile. Et ça crée des frustrations aussi. Voilà. C'est-à-dire que ça renforce le sentiment d'exclusion et ne donne plus en compte. Oui, ça va vous voulez réagir. Oui, je voulais réagir par rapport à la réponse donnée à Mme Diko. C'est vrai, mais vous voyez, la réponse qui a été donnée pour moi n'est pas adaptée parce que Mme Diko, il faisait ses prêches dans des mosquées. Il faisait ses prêches dans les mosquées. Dans chaque commune, on sait qu'il y a la maison de la jeunesse qui est attachée. Mais si le gouvernement doit donner des réponses sur les réseaux sociaux, je ne sais pas à qui ce message est adressé. À des jeunes qui sont là-bas sans peut-être connexion, sans électricité. Donc peut-être que voilà, c'était des réponses apportées, mais le ciblage était mal fait. En tout cas, il ne s'adressait pas à la même cible que Mme Diko, que lui le faisait dans les mosquées. L'autre élément, c'est un peu où je dis que l'État aussi a failli. Heureusement que ça a évolué. Je parle au début du tour, parce que moi je me rappelle très bien que certaines missions vers le nord, au moment où l'État disait qu'il faut que la population collabore, il faut vraiment une symbiose, on a rencontré des gens qui ont dit qu'ils ne vont pas collaborer. Ils ne sont pas pour le terrorisme. Mais ils vont pas. Et il y a un vieux qui nous a donné son exemple, comment il a décidé de traiter les terroristes et la police sur le même pied d'égalité. Parce qu'un jour, un policier l'a arrêté pour lui retirer ses 500 francs. Voilà. Alors que, vivant dans une extrême pauvreté, il disait que ça faisait des années qu'il n'avait jamais vu un billet de 500 francs. Donc ce jour-là, lui, il a compris qu'entre les deux, est-ce qu'il y a une différence? Lui, en tant que citoyen, l'État ne le protège pas, les terroristes ne le protègent pas, donc lui, il préfère prendre sa distance avec les deux pour être tranquille. Et vous vous rappelez aussi vers l'Est, là, quand il a eu l'attaque contre des policiers, des commissariats et que même des douaniers ont dû peut-être abandonner leur position, mais la population est sortie applaudir. Parce que ces policiers, les douaniers là, étaient l'enfer pour ces populations. Donc la population a applaudi, avant de se rendre compte que ce qui est là est encore pire. Mais dans un premier temps, vous voyez, je pense que ce qui a permis au terrorisme de prospérer, de mon point de vue, c'est parce que le terrorisme est arrivé dans un contexte où, entre le citoyen lambda, à la base, et l'État, il y avait un manque de confiance. Il y avait, comme on dit, il y avait une rupture quelque part. On n'avait plus confiance à l'État. Donc, voici une voie qui est arrivée. Certains se disent, pourquoi pas, c'est quoi ce truc? Avant de se rendre compte, surtout que quand ils arrivent, très bien emballés, parce qu'on nous a donné des témoignages que vers l'Est, un jour, ils sont arrivés dans un village pour prêcher. Et il y a un vieux qui est sorti, il est venu voir celui qui était en train de prêcher, il lui a dit, mais toi c'est quoi ce truc-là? Il n'y a pas plus Satan que toi, je sais que vous allez me tuer, mais arrêtez ces conneries-là. Vous nous dites des choses que Dieu lui-même n'aime pas, parce que vous étiez là, il y a 2-3 jours, vous êtes venus voler nos bétails, aujourd'hui vous revenez pour dire que Dieu ceci ou cela. Et les terroristes sont repartis. Et ils n'ont rien fait. Ils sont revenus 2 jours après, avec des gens. Et ils ont demandé aux villageois, est-ce que vous reconnaissez ces gens-là? Est-ce qu'ils sont parmi ceux qui sont venus voler vos bétails? Ils disent oui. Ils ont reconnu un, on l'a abattu sur place. Pour dire que nous, vous voyez comment ils essaient d'embobiner la population. Pour dire, nous sommes là en protecteur. Et effectivement, dans une situation où l'État n'est pas là, parce que l'État est parti, les représentants de l'État sont partis, donc les gens, même s'ils n'adhèrent pas, ils sont très prudents.
avant de se rendre compte que ce qui est pire. Et je vais terminer sur une chose. On a travaillé avec une équipe pour essayer de comparer un peu le comportement des terroristes du centre-nord et ceux de l'Est. On a vu que c'était totalement différent. D'accord. Ceux de l'Est, souvent, quand ils vous attrapent, ils exigent que vous ayez le pantalon coupé, que les femmes soient voilées. Et on vous fouettait, et souvent même on vous faisait réciter la profession de foi en arabe. Et une fois que vous prononcez la profession de foi, on décrète que vous êtes musulman, on vous laisse partir. Alors que ceux du Nord, si vous arrivez à Kaya, au secteur 6 de Kaya, vous allez voir que la plupart des femmes ont été violées par les terroristes. Donc, alors, à partir de ce moment, ça pose un problème. C'est-à-dire que l'ancrage religieux qu'on veut donner là, c'est faux. Parce qu'un islamiste, un bon musulman ne va pas aller violer la femme de quelqu'un. Donc, vous voyez tout ça, je pense que c'est comme des monstres qui avancent cachés jusqu'à ce qu'ils aient la force maintenant de montrer leur vrai visage. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'on fasse vraiment le travail dans la prospection. Madame Vicence a parlé de recherche un peu plus ou moins empirique. Et je pense qu'il faut qu'on aille vraiment au fond. Tout à fait. Oui, parce que lorsque je vous écoute, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait, je veux dire qu'il y a la perception que on peut toujours jouer avec le sentiment, on peut toujours avoir des éléments exposés, mais pour beaucoup, on est à un stade au Burkina où on sait que le malheur vient d'eux. Et les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que dans cette réalité où ils font fuir des villages entiers, certains acceptent toujours d'aller se faire enrôler. Quel est le type de discours qui continue d'être tenu, par exemple, à l'heure actuelle? Est-ce que c'est l'argent seul qui arrive à l'expliquer, ou bien c'est la déstructuration de nos économies, la question de la corruption, la question de la gouvernance qui continue d'avoir son impact? Qu'est-ce qui est l'élément déterminant aujourd'hui pour vous? Parce qu'on est quand même à quoi? C'est depuis 2015 on a connu nos attaques jusqu'à maintenant. De l'eau a coulé sous le pont. Beaucoup sont informés de ces mouvements-là. On parle d'un EIGS et d'un GSIM comme vous l'abordiez tout à l'heure, mais dont les fonctionnements sont différents. Il y en a qui sont très violents. Et donc voilà. Et donc on se pose encore des questions. Vous voulez réagir? Okay. Oui. Je ne sais pas si vous remarquez la présence de plus en plus accrue d'enfants parmi les groupes armés terroristes. Vous savez, pour le mode de recrutement des enfants, si d'une part, il y a des parents eux-mêmes qui donnent leurs enfants, qui offrent leurs enfants au nom de la religion, la plupart des enfants sont, j'ai envie de dire, amenés de force. Okay. Comme M. Sawadogo l'a dit, on arrive dans un village, une localité, on vous dit on veut tel nombre de personnes, ou bien on cible des jeunes, on dit ils doivent partir avec nous. Vous n'avez presque rien à dire, pas le choix. Et comme pour la plupart du temps c'est des endroits où comme on le dit souvent, c'est des zones à fort défi sécuritaire. Les marges de manœuvre vraiment sont très minces. Ceux qui peuvent s'échapper le font. Mais ceux qui ne peuvent pas, ils se retrouvent enrôlés de force ou de gré. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la réalité de la typologie de ceux qui sont présents? Vous disiez qu'il y avait plusieurs groupes. Je me rappelle que le gouvernement, lorsqu'il faisait son point, il a parlé de GSIM et de l'EUGS. Il dit que l'EUGS est très violent. Il est présent, mais il est moins que le GSIM qui, lui, on ne dira pas qu'il est plus doux. Vous savez, dans la douleur, là, voilà. Mais ils disent, par exemple, que sur 5 attaques, ils tuent une seule personne. C'est parlant, par exemple, du GSIM, et qu'ils sont dans plus de 4, ils sont concernés par plus de 90% des attaques qui sont sur notre territoire. Est-ce que c'est pas peut-être cette approche-là qui fait qu'ils continuent aussi d'amadouer? Pas vraiment, même si ça fait partie. On pourra dire, par exemple, parmi les groupes armés terroristes qui sont présents sur notre territoire, il y en a qui sont tellement bien structurés que, comme on appelle là, ils ont une force de violence qui leur permettent vraiment de ne pas contrôler, j'ai envie de dire, leur force sur le terrain.
en ce qui concerne le recrutement. Mais il y en a qui ne sont pas structurés, qui sont obligés de passer par des moyens, j'ai envie de dire, plus ou moins douces. Plus soft. Voilà. Sinon, les autres, ils savent qu'ils, comme on appelle là, ils peuvent vraiment nuire. Donc, quand ils arrivent, c'est la force. Mais les autres, leur nombre aussi, comme on appelle là, est certainement, comme on appelle là, moins élevé que les autres groupes qui ne sont pas structurés. Donc, ça s'explique aisément. D'accord. On a déjà dépassé la moitié du temps qui nous était imparti. Je pense qu'il y a la question de l'analyse, de l'observation des choses. Mais le plus important, c'est comment on sort. Je crois que ça, on va commencer déjà à l'aborder quand on a essayé de mieux comprendre comment est-ce que c'est entré, par quel mécanisme ils arrivent toujours à avoir. Certains, vous vouliez? Oui, mais justement, pour compléter ce qu'il dit, pourquoi ces mouvements-là continuent à avoir encore la force de nuisance? Moi, je vois deux raisons principales. La première raison, c'est que toutes ces forces-là se sont mutées en groupes de mafia. On sait que les zones où ils occupent là, c'est devenu des zones de non-droit de tous les trafics. Cigarettes, drogues, armes et tout. Donc il y a toute une économie de guerre qui s'est installée, qui fait qu'ils produisent des richesses, ce qui leur permet de continuer peut-être à acheter, à payer des combattants et à se ravitailler en armes. Ça, c'est la première des choses. L'autre élément, c'est très délicat. Très délicat parce que j'ai comme l'impression que si on ne fait pas attention, on risque de communautariser cette crise-là. Parce qu'il est reconnu ici que aujourd'hui, au faciès, vous êtes identifié comme terroriste. On a vu ce qui s'est passé à Bobo Dioulasso tout de suite, etc. Est-ce que si on continue dans cette logique-là, on ne risque pas de braquer certains de nos compatriotes qui vont dire nous sommes stigmatisés, nous sommes indexés, il faudrait que quand même aussi on commence à se défendre. Donc ça, c'est des questions. Et c'est comme ça que ça a commencé au Rwanda. Quand il y a cette stigmatisation et que la stigmatisation vise une communauté en particulier, que vous le voulez ou pas, à un certain moment, cette communauté-là va essayer de se réorganiser pour pouvoir se défendre. Et à partir de ce moment, on va dans tous les sens. Donc c'est pour ça que je dis que la deuxième raison, là, elle est très très délicate. Je ne voudrais pas trop m'aventurer là-dessus, mais c'est des faits qui sont là. De plus en plus, on voit dans les médias comment beaucoup d'écrits pour dire on a tué telle personne parce qu'il est de telle communauté, c'est au faciès, etc. Si vous faites la revue de presse, ça commence à sortir beaucoup. Et les membres de cette communauté-là aussi commencent à lire ces informations-là. Et la proximité, l'appartenance à un même groupe peut susciter chez certains une haine qui n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à cette question-là. Donc cette question ethnique-là, moi je pense qu'il faut prendre ça à bras le corps. Mais je crois que le gouvernement est en train de travailler sur cette question, mais peut-être de façon très délicate, souterraine, parce que c'est pas des choses qu'il faut beaucoup médiatiser, mais c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Justement, Madame Essens, sur quel levier il faut travailler dur et actionner pour essayer d'effriter au maximum les capacités de recrutement de ces gars-là? Comment il faut aller? C'est travailler sur les populations, c'est sensibiliser. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je l'ai dit tantôt, sur le plan de la gouvernance, il faut rendre chaque région indépendante. Voilà. Parce que il y a des régions, il y a des avantages comparatifs par région. Il y a des régions qui ont des potentialités. C'est un paradoxe de savoir, par exemple, qu'à Houndé, nous sommes producteurs de coton. Il n'y a pas une usine de transformation. Hein? Et il a même de même que les animaux sur pied, on vend la viande, mais la peau, on peut la travailler à Kaya, on peut faire beaucoup de choses. Si on implante une usine à un endroit qu'il ne faut pas, alors la matière première est ailleurs. Mais il y a des usines on a posé que la première pierre, qui n'ont jamais prospéré. Et puis je dis aussi sur le plan employabilité, il faut faire attention. L'école classique, BPC, bac, licence, etc., il faut qu'on sorte de là. Regardez, on dit qu'on a 80% qui sont analphabètes. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas réussi ce circuit scolaire? Il faut créer des centres de formation, des foires au métier. Moi, ma voiture, je ne sais pas quel garage je dois aller.
Parce que ce sont des gens qui ont appris ça sur le tas, qui n'ont aucune formation. On peut créer des formations pour les mécaniciens, pour les peintres, pour les électriciens, etc. On peut créer des professionnels qui pourront entrevoir un lendemain meilleur grâce à leur travail. Hein? Mais quand on dit j'ai le BEPC, je n'ai rien à faire, je ne trouve pas d'emploi. Effectivement, avec le BEPC, mais si vous avez un BEP ou bien un CQP ou bien quelque chose dans un domaine spécialisé dans ce que vous savez faire, vous pouvez entrevoir des lendemains meilleurs. Moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. L'éducation civique, et puis rendre l'école accessible, faire des formations qui soient adaptées à notre contexte, à notre environnement et au niveau de vie des populations. Et puis aussi, chaque région doit avoir des potentialités qu'il faut exploiter. Voilà. D'accord. Ça devient, on est dans du structurel. Hein. C'est-à-dire que ça tire en fait sa source dans les raisons du problème auquel on fait face aujourd'hui. Et ça demande autant on va dire, c'est pas des questions qui se résolvent au court terme ou au moyen terme. Ça demande des décisions structurantes. Est-ce que vous sentez qu'actuellement, on est en train d'y aller? Parce que quand on entend aujourd'hui, on lance tel projet, c'est actionnariat populaire, c'est couvert au niveau villageois. Bon, on l'a dit que maintenant, c'est veille et développement. En tout cas, on voit que pour le milieu rural, il y a beaucoup d'éléments qui sont en train d'être lancés. Vous pensez que c'est le début de la prise de conscience? Je reste avec vous, Madame Vicente. Oui, c'est un début, mais par exemple, l'actionnariat populaire, je n'en sais pas plus, hein, mais je voyais peut-être une zone pilote, un secteur pilote. Hein, on commence par ça et puis on va crescendo. Mais là, on a cité, je crois, 4 ou 5 domaines. Bon, mais, je ne sais pas comment ça va se passer concrètement parce qu'il paraît qu'il y a quelqu'un qui est passé à la télé, on me l'a dit, mais je ne l'ai pas suivi pour voir, pour expliquer un peu comment ils allaient adopter ça. Je voulais même aller voir Laurent Bado, qui en est le promoteur, pour échanger avec lui parce qu'il disait qu'au début, il y a une dizaine d'années, il en parlait. Mais bon, c'est pourquoi je dis tout est centralisé à Ouagadougou. Il faut qu'on sorte un peu de la centralisation ou bien de la politique avec les gouvernants du moment. Hein, quand on veut implanter un projet, il faut voir si ce projet est implanté dans mon village ou bien si c'est implanté dans le village du président, ça marche. Hein, mais il faut voir où se trouve où est le meilleur endroit pour implanter ce projet. Hein? Par exemple, je ne vais pas donner, si ils ont implanté la Sosiko à Banfora et à côté, ils ont planté de la canne à sucre, on a la matière première à côté. Voilà. Donc il faut implanter le projet là où il se trouve la matière première. Par exemple, Kaya, tout le monde sait qu'ils sont spécialistes pour la fabrication, pour le cuir, pour le tannage du cuir. Donc on peut implanter là-bas, on fait de très belles choses. On a acheté des sacs et des cartables vraiment très, très bien faits. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On commence un projet, on ne va pas jusqu'au bout de l'idée et puis il y a une rupture. Une rupture, voilà. D'accord. Vous aussi, Monsieur Kaboré, quels sont les leviers aujourd'hui? Les leviers aujourd'hui, je pense que pour s'attaquer au phénomène, il y a des causes qui sont réparties en facteurs incitatifs et en facteurs attractifs. D'accord. Et ce qui est revenu dans le micro-trottoir, c'est vraiment les causes économiques. On sent une réponse quand même au niveau de l'État, comme vous l'avez dit. En plus de ce que vous avez cité, il y a les différents programmes, notamment le programme d'urgence pour le Sahel et autres, qui essaient vraiment de toucher à ces, comment on appelle là, à ces causes-là. Il y a un certain nombre, en tout cas, de réponses. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est un phénomène qui s'est installé sur le temps. C'est vrai que non, au vu des conséquences, au vu de, j'ai envie de dire, de la violence qui s'installe, on est tenté de vouloir que ça s'arrête du jour au lendemain. C'est vraiment notre souhait. Mais
il faut reconnaître que non, c'est vraiment une réponse ou des réponses qui doivent être déroulées, j'ai envie de dire minutieusement pour être efficaces. Quand vous voyez, par exemple, les retards de développement, c'est sur un long moment qu'on l'a ressenti. Maintenant, bon, avec les différents programmes qui sont en train d'être déroulés, avec non pas sans difficulté, parce que quand vous regardez le taux de réalisation du programme d'urgence pour le Sahel, il y a des difficultés même pour vraiment dérouler le programme dans certaines localités à cause de l'insécurité. Donc bon, au vu de tout ça, il est difficile vraiment de vouloir que tout s'arrange d'un coup. Il va falloir être patient. Voilà. Pas être patient, mais bon, il faut vraiment... Non, je veux dire pour les résultats, il faut être patient. Voilà. Il faut une réponse vraiment holistique de tout le monde. Parce que si on s'attend à ce que l'État seul, c'est pas évident. Monsieur Savadougou, vous allez donner une réponse de façon large, hein, mais je vous attends aussi sur un aspect. Vous êtes expert médias et paix. Logiquement, peut-être que nous-mêmes, nous avons un rôle à jouer. Je parle de nous, journalistes et autres, parce que ça aussi, c'est une vérité. On a souvent le regard tourné vers le décideur, mais quelquefois par ricochet, tout le monde a quelque part sa paire à apporter à l'édifice. Mais commencez d'abord par réagir de façon générale. Oui, d'accord. Je réagirai de façon générale à tout ce que Mme Vicens et l'autre ont annoncé. J'adhère à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour moi n'est pas forcément de créer des unités de production dans les zones et consorts. Je dis que je peux, ça ne me gêne pas personnellement, si une société dans une région on produit de la matière première et que on va transformer ça dans une autre région, dans le même pays, moi ça ne me gêne pas. Je pense que le plus important, c'est la répartition des richesses. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que on puisse avoir, depuis quelques années, le Burkina a adopté une politique de décentralisation et tout ça, mais beaucoup d'études montrent que bon, c'est une décentralisation purement administrative, hein. C'est-à-dire les fonds ne suivent pas et donc ça pose des problèmes. Je pense que dans notre pays, c'est ça. C'est une question de répartition des richesses. Et la répartition des richesses, là, c'est basé sur une gouvernance qui n'est pas vertueuse. Quand on regarde le nombre de coups d'État, combien de forages existent sur le papier et qui ont permis de construire des duplex pour des gens, combien de routes on a dû réduire la largeur pour pouvoir détourner des fonds. Je pense que c'est là où se trouve le problème. Et souvent, quand on entendait quelqu'un comme Mme Diko dire, regardez comment ils font, pourquoi ils ne viennent pas construire des hôpitaux chez nous? C'est pas que l'État n'a pas le moyen d'aller construire des hôpitaux là-bas. Peut-être qu'on n'en a pas pensé, ou bien peut-être que c'est un enjeu. Donc je pense qu'au-delà de tout ça, il y a un élément qui est beaucoup revenu quand on travaillait avec l'Observatoire national des faits religieux. Ce qui manque dans notre pays, c'est la culture d'État. C'est-à-dire ce qui fait que on est burkinabé avant d'être musulman, avant d'être catholique, avant d'être djoula, avant d'être birifort. Peut-être que cette guerre-là est en train de nous rappeler ça, pour dire qu'au-delà de ce qui se passe, il y a quand même... Donc je pense que cette guerre-là est en train de peut-être nous ramener à une certaine réalité pour qu'on comprenne que malgré nos divergences-là, il y a un élément fondamental sur lequel et je pense que c'est parce que ce fait-là a pris de l'ampleur aujourd'hui que les Burkinabés adhèrent à l'appel du gouvernement pour les cotisations, l'effort de paix, pour ne plus dire effort de guerre et qu'on augmente les taxes, mais les gens acceptent parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose de... Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et dans ce sens-là, pour réussir ça, plus que construire des industries pour recruter les gens, je pense que c'est sur l'éducation qu'on doit mettre l'accent. Parce que dans notre problème, c'est ça, c'est la question de l'éducation. D'abord, on a des écoles.
On a des écoles on a l'école franco-arabe d'un côté, on a l'école officielle de l'autre côté, et je pense qu'un travail est en train de faire pour harmoniser tout ça. Parce que souvent, quand vous allez dans ces menders, pas les mendersa, mais les écoles purement traditionnelles où on lit que le Coran, mais qui contrôle ce qui est dit? La dernière fois, moi, j'étais à la station, non loin de chez moi, j'ai vu des jeunes, je les ai appelés, les petits garibous là. Je les ai appelés, j'ai dit, venez, on a causé. Je leur ai dit, expliquez-moi votre vie. Comment se fait, d'où vous venez? Qui êtes-vous? Qui sont vos parents? Mais ce que les enfants ont raconté, mais c'est incroyable. Ils ne mangent pas. C'est-à-dire chaque enfant doit sortir mendier pour se nourrir et chaque week-end, il doit rapporter 1500 francs au maître coranique. Sinon, c'est des services corporels qu'il subit. Mais qui contrôle tout ça? Bon, on a vu des tentatives de... Oui, on a vu des tentatives. Mais voilà. Quelquefois aussi, il y a des plaisanteries socioculturelles qui sont très fortes. Et après, quand vous tirez la corde, il y a un pied qui bouge de l'autre côté. On vous dit non, arrêtez. C'est pour ça que je dis il manque la culture d'État. C'est-à-dire, et c'est à ce niveau-là. Maintenant, pour revenir à votre question sur... Mais ça sera très rapide. Oui, sur non, le problème des journalistes, c'est très clair. Hein. Dans la formation des journalistes, on a dit aux journalistes, ils défendent l'intérêt général. Donc, normalement, tout ce qui se passe là, moi, je verrais des journalistes aller dans toutes ces régions-là faire des reportages pour montrer la vérité des choses. Et souvent, même en disant la vérité des choses, peut-être que ce n'est pas forcément l'État qui va agir, mais la société civile, d'autres personnes même, peuvent agir et apporter des solutions à ça. Mais la pratique du journalisme au Burkina, qui est basée sur le journalisme facturé, vous comprendrez que ça, ce n'est pas la priorité des médias. D'accord. Il y a un aspect, c'est sûr par quoi on va terminer. Il y a se faire enrôler qui est une réalité. On a essayé de comprendre comment est-ce que ça peut être possible et puis comment est-ce que ça peut s'expliquer et puis quels sont aussi, on va dire comme ça, les appâts qui sont mis. Ça, on l'a compris. Vous avez proposé un peu comment on en sort, mais il y en a qui sont déjà entrés. Et je me rappelle qu'il y a une initiative qui est liée directement à la présidence pour que ceux qui savent qu'ils se sont trompés puissent avoir, on va dire, l'opportunité de déposer ces armes-là. Alors que ça aussi, ça va avec un principe, une procédure et une pratique. Normalement, comment ça doit se faire, Saïdou Kaboré? Bon, dans la pratique, on peut inscrire ça dans le cadre de la, comment on appelle de la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion. Et dans ce sens, je pense qu'au niveau de l'État, il y a des centres de déradicalisation qui sont prévus pour être édictés. Et en tout cas, comme vous le savez, la porte est ouverte à ceux qui veulent volontairement déposer les armes. Et tout cela, ça s'accompagne vraiment d'une certaine procédure. Parce que il faut, comme on appelle il faut pouvoir voir, comment dirais-je, le niveau d'implication. Voilà, parce que pour apporter, j'ai envie de dire, une réponse à la situation de quelqu'un, il faut pouvoir comprendre son niveau d'implication, pour voir dans quel cadre de, comme on appelle de démobilisation et de réinsertion, comme on appelle le placer. Donc c'est un processus qui est en cours. C'est ça. Voilà. Donc, je vais vous permettre de réagir là-dessus aussi rapidement. Ça sera vos derniers mots. Rapidement, parce que là aussi, pour moi, c'est un point important. On peut faire l'erreur aussi d'y aller et puis s'en rendre compte et puis revenir. Mais est-ce que le discours actuel, ça le permet aisément? C'est vrai que c'est bien de dire qu'il y a un numéro, mais est-ce qu'il y a peut-être un autre travail à faire derrière? Je vais commencer par vous, M. Savadogo. Oui, moi, on m'a posé plusieurs fois cette question. Pour avoir travaillé dans le domaine du VIH-Sida, moi, je trouve que le terrorisme, il faut le traiter exactement comme le VIH-Sida. C'est-à-dire deux manières. Que ceux qui sont déjà contaminés, la solution, c'est une solution clinique. Ça, c'est des médecins. Ici, les médecins, ce sont les militaires. Ceux qui ont pris les armes, qui vont se battre, qui tuent des civils, qui tuent les forces de défense et de sécurité, ça, c'est les militaires. La solution d'être militaire. Maintenant, les jeunes, souvent qui se retrouvent là-bas par force ou bien qui sont susceptibles d'être radicalisés, ça, ce n'est pas le travail du militaire maintenant. Ça, c'est d'autres acteurs qui doivent travailler. C'est pour cela que je ne suis pas pour le tout militaire.
la dimension militaire doit être très bien, très définie. Et les autres là, maintenant il faut trouver, on a parlé de développement économique, on a parlé d'éducation, on a parlé de dons, il faut voir. Et je pense qu'il y a des solutions quand même qui arrivent. Et je termine sur ça parce que quand je regarde dernièrement avec l'actionnariat populaire, j'ai entendu ce que le président dit à FADA, la réforme même de la formation des choses pour adapter la formation. Je pense que ce sont des solutions, ce sont des pistes et c'est ça que j'appelle la solution non militaire. Maintenant, il faudrait qu'on pousse. Donc, je peux dire qu'on semble être sur la bonne voie, mais maintenant, il faut voir comment ça va évoluer. Sur la même question, oui, sur la même question, comment s'en sortir? Il faut déposer les armes, mais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des velléités de suicide. Okay. Il y en a, vous déposez les armes, vous êtes mort. Vous gardez les armes, vous êtes mort. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé d'industrialisation, ça permet de créer des emplois. Ça permet, lorsque vous déposez les armes, tout de suite, il y a des centres de déradicalisation, mais il faut qu'on puisse les employer. Et surtout qu'il y a des degrés dans la radicalisation. Puisqu'on parle d'extrémisme violent tendant au terrorisme. C'est ça. Alors, si vous n'avez pas atteint un certain degré, peut-être qu'on peut vous récupérer. Mais si vous avez franchi la ligne rouge, ça devient compliqué. Parce que votre communauté ne va jamais vous accepter. Si vous avez égorgé des gens, des parents, parce que vous êtes sous l'emprise de la drogue et tout ça, vous avez commis des actes irréparables, la communauté ne va pas vous accepter. Et là-bas aussi, on va dire, si vous êtes reparti, ça veut dire que peut-être que vous avez donné des secrets de nous, on va vous abattre. C'est ça. Ça dépend du niveau de degré qu'ils ont atteint. Voilà, c'est un problème complexe et la réflexion continue. En tout cas, on a parlé de la montée de la radicalisation et de l'extrémisme violent, en lien avec l'enrôlement de civils parmi les groupes armés terroristes. On a essayé de comprendre un peu les causes, tenter d'expliquer un peu ce discours-là qui est tenu pour appâter. Et ça, il faut être très vigilant. Je pense que c'est ça le message. Et puis, des solutions qui sont possibles. En 1 heure, on ne peut pas faire tout le tour du sujet, mais c'est ce que vous propose et vous permet le Club de la Presse. Toujours revenir avec ce type de sujet d'actualité est très important. Était avec nous sur ce plateau Moussa Savadogo. Il est expert en médias et paix. En tout cas, merci d'être passé. Nous étions aussi avec Fatimata Myriam Vicens, qui elle est experte en études stratégiques et sécurité. En tout cas, merci pour les éclairages. Et nous étions aussi avec Saïdou Kaboré, qui lui est expert en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Encore merci. Merci. C'est la fin de ce numéro de presse, Club de la Presse, que j'ai pris plaisir à partager avec vous. On se donne rendez-vous pour un nouveau numéro et un prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.